Eh bien, je suis avec Benjamin Pergaud d'Anthropomédia. Bonjour Benjamin, tu es basé en Suisse et tu vas peut-être nous parler, de présenter déjà Anthropomédia et ton parcours avant qu'on parle ensemble de marketing tribal. Bonjour Yann, effectivement. Je vis en Suisse et j'ai fait mes études en Suisse en sciences sociales. J'ai aussi fait d'autres genres de métiers avant, mais je me suis orienté finalement vers l'anthropologie Mhm. parce que les humains m'intéressent beaucoup. Et à la fin de mes études, j'ai fait des stages comme beaucoup d'étudiants et j'ai rencontré Anthropomédia grâce à mon associé Patrick qui a connecté des chercheurs à l'université de Monterrey au Mexique et qui ont développé une entreprise internationale qui s'appelle Anthropomédia et qui apporte une nouvelle approche pour le marketing justement, nouvelle forme de segmentation. Donc là, on parle d'anthropologie, mais c'est pas, va pas effrayer tout le monde. C'est pas seulement de la science, c'est de la sociologie appliquée au marketing, on pourrait dire. Oui, et puis l'anthropologie économique existe depuis belle lurette, l'anthropologie sociale aussi, donc c'est appliqué à tous les champs de la société. Ici, c'est appliqué à la compréhension des gens. Qu'est-ce qui compte pour eux? Voilà. Alors justement, puisqu'on essaie de comprendre les gens, on va parler de tribu, c'est un terme un peu marqué, tribu. Alors pourquoi on utilise ce terme et qu'est-ce que ça veut dire? Alors le concept de tribu est issu des sciences sociales, le concept classique. Et maintenant, la société a évolué vers un monde plus postmoderne. On a plusieurs masques, on fait beaucoup plus de choses. On n'a pas qu'un seul rôle dans un village, par exemple. Donc c'est mis à jour et on va parler de tribu postmoderne. D'accord. Pour nous, la segmentation qu'on réalise, c'est une segmentation, pour être très précis, des identités sociales. Hmm. Ok, on y reviendra parce que c'est pas un concept qui est tout nouveau non plus. Voilà. Euh, j'ai cru comprendre qu'il y avait un certain nombre de tribus, environ 600. Est-ce qu'il s'agit de tribus prédéterminées ou est-ce qu'à chaque fois qu'on étudie un marché, un pays, un sujet, est-ce qu'on a des tribus différentes? Alors, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va lancer un diagnostic ou une radiographie sur un compte d'un Facebook d'une marque ou d'un Instagram, par exemple, on va découvrir les followers de cette marque qui vont s'organiser en tribus. Et ensuite, grâce à notre technologie, on va pouvoir visualiser ces clusters, ces tribus, et ensuite l'anthropologie va faire l'analyse culturelle de ces groupes. Donc, voilà comment ça se déroule. En fait, les 600 tribus, finalement, c'est la somme, donc on en a beaucoup plus, hein, là, c'était Oui, simplement oui. les tribus de la plateforme. C'est la somme des groupes qu'on a analysés depuis 2012, en fait. Ah oui, d'accord, ok, je comprends mieux. Je comprends mieux. Mais à chaque fois, on remet en jeu et on remet en jeu et on récupère un résultat qui est un peu différent et qui est une sorte de cartographie du marché, quoi, en fait. Voilà, donc si on a une compréhension profonde d'un groupe, on peut ensuite l'utiliser pour plusieurs types de produits ou de solutions, de services, si ça correspond à ce groupe, évidemment. Alors, on a parlé de la notion de tribu et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas un sujet qui est tout à fait nouveau. Il y a eu un livre qui s'appelait Le temps des tribus, qui était écrit dans les années 80, je crois, par Michel Maffesoli et qui a, surtout pour les marketeurs, été marqué par un livre de Badeau et Kova, hein, Bernard Kova, qui est d'ailleurs un de nos amis, dans le début des années 90, je crois que c'est 92, ça s'appelait le néo-marketing. Ils en ont sorti une nouvelle version dans les années 2000. Alors, en quoi c'est différent? En quoi c'est ce que vous produisez est différent de ce qui était annoncé? Et en quoi ces tribus postmodernes sont-elles plus postmodernes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 30 ans? Le monde a changé en 30 ans. La société s'est beaucoup liquéfiée. Il y a une plus grande complexité sociale. Donc, le concept est toujours valable. Les communautés de valeurs, de besoins, de désirs partagés existent toujours. On est toujours humains. On est toujours les mêmes, avant, après, pendant l'ère digitale. Maintenant, la possibilité de pouvoir les visualiser permet de les comprendre et de les faire exister à nouveau, finalement, et de pouvoir travailler avec. Derrière ces valeurs, ces besoins, on a une segmentation, on peut atteindre des gens de manière plus noble, finalement. D'accord. Alors, on voit, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais qui se régénère et qui évolue. Bon, alors on va faire du proto-marketing et de la proto-histoire. En fait, c'est encore plus vieux. Il y avait un truc qui existait en France, qui a été lancé par Havas, si mes souvenirs sont bons, le CCA, en fait, c'était à l'intérieur d'Havas, par un monsieur qui s'appelait Bernard Catla, en 1970. 1970, hein, j'étais pas à l'école, j'étais même pas à l'école.
il avait inventé les sociostyles. Ça a même été remis à jour dans les années 2015, mais si mes souvenirs sont bons, je l'ai vu présenter. Alors, en quoi les choses ont-elles évolué finalement dans les années 70? On était déjà postmoderne ou on était moderne? On était moderne, mais on avait compris qu'il y avait plus qu'une identité. Mettez le restaurant dans les années 80, vous aviez une table avec des punks, une table avec des Italiens, une table avec des gens peut-être plus traditionnels de la terre, mais ils étaient dans le même endroit. Aujourd'hui, ils sont dans 3 restaurants différents, dans 3 bars différents. Mmh. On a quand même une cohésion, une complexité qui a augmenté. Maintenant, en prenant Mafesoli, nous, on a repris ce concept de communauté imaginaire. On a aussi été chercher chez monsieur Dominique Desjeux, un anthropologue connu en France, Tout à fait. qui a parlé de l'échelle microsociale des réseaux. Et nous, finalement, ces identités sociales, c'est l'environnement, des liens qui se tissent autour des individus, qu'ils tissent eux-mêmes. Et c'est du big data culturel, finalement. Donc, vis-à-vis Mmh. des socio-styles qui construit des catégories et qui va chercher ensuite des gens qui correspondent à ces boîtes, nous, on va simplement montrer le réel plus fort et en faire une analyse. Les socio-styles nous ont aidés à donner des noms à ces groupes, par exemple, parce qu'effectivement, la mise à jour n'a pas été réalisée pour rien. Dans les socio-styles, c'est qu'il fallait pouvoir les faire suivre l'évolution des valeurs des gens, par exemple. Bon, Donc, c'est tout à fait complémentaire. tout ça c'est très clair. Maintenant, il y a un truc aussi qu'on utilise beaucoup en marketing et qui est parfois un peu décrié, ce sont les personas. Alors, tribu et personae, c'est la même chose ou c'est pas la même chose? Alors c'est différent. L'attention est la même, c'est de comprendre à qui on s'adresse. Donc on crée un modèle pour pouvoir organiser notre travail. Maintenant, l'idée des personas, c'est que c'est une vision stéréotypée du marché. Vous prenez votre fichier client, vous organisez des catégories, puis vous essayez de comprendre un petit peu des choses. Donc c'est très metadata, où vous habitez, combien vous gagnez, quelques détails. Maintenant, si vous mangez du toast à l'avocat, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes un consommateur de montres ou je ne sais pas. Donc en fait, euh, ces personas, leur contexte, c'est les tribus postmodernes, c'est les tribus d'anthropomédia, où vous avez un contexte qui permet de les rendre plus réalistes. Donc, mettons, vous avez un fichier client plein de gens, ensuite vous pourrez situer ces personnes dans des groupes. Donc en fait, ça permet de construire des personas avec des données objectivées. D'accord. Et voilà, c'est très Et important. pour cela, vous utilisez les médias sociaux. Alors, les médias sociaux qui ont parfois une réputation un peu sulfureuse, à juste ou à mauvais titre, sont-ils représentatifs ou non des comportements dans le réel? Alors, la frontière offline-online qu'on aime bien construire de manière conceptuelle n'existe pas tant que ça dans la réalité, parce que la culture se passe entre les gens. Si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, pour X raisons, si vous connaissez quelqu'un au café du commerce qui vous parle de toute chose, finalement, il va vous passer sa culture, il va vous passer des idées. Donc, vous êtes touché aussi. Donc, il n'y a pas de mur. Par contre, c'est pas la représentativité qui est le problème, c'est le fait que c'est 100% digital. Dès lors, chez Anthropomédia, on fait aussi des interviews, mais on peut choisir qui interviewer beaucoup mieux parce qu'on peut situer les gens, les échantillons dans des tribus. Donc, c'est la profondeur qui peut être questionnée, mais pas la représentativité aujourd'hui. D'accord. Alors, il y a quand même un phénomène qui est bien connu dans les médias sociaux, surtout en ce moment, sur X où tout est permis, c'est qu'il y a des faux comptes qui se créent pour faire tout un tas de choses plus ou moins savoureuses sur les médias sociaux. Alors, comment élimine-t-on ces faux comptes pour éviter les biais? Alors, déjà, nous, ce qu'on voit, les cartographies qu'on réalise sur la base des interactions, des liens des gens, les réactions qu'ils ont autour des contenus. Donc, en fait, si un faux compte a aussi des réactions autour des contenus, est-ce qu'il est pareil qu'un humain? Est-ce qu'il fait la même chose? Et surtout, sur une année, est-ce que la somme de ces données d'interaction vont nous montrer quelque chose d'humain ou pas? Avec l'expérience d'analyse depuis 2012 et aussi techniquement, on voit l'absence de lien. Certaines fois, vous achetez des likes, il n'y a pas d'interaction. Pour nous, c'est l'expérience, la visualisation et aussi les mesures qu'on réalise au niveau des interactions nous permettent de trianguler les faux comptes. Alors, ceci étant dit, est-ce que tu peux nous donner quelques cas concrets qui expliquent votre démarche et les résultats qui ont été produits? Alors,
Notre démarche, c'est d'ajouter maintenant de la valeur dans la chaîne de valeur de l'entreprise, c'est-à-dire d'identifier mieux les publics au départ pour pouvoir éviter du mass testing et 6 mois d'attente pour vendre quelque chose parce que l'algorithme y patine. Donc, des cas concrets, ça peut être pour le commerce, ça peut aussi être pour des organisations. Je vais vous parler de l'école d'ingénierie HEARC, du département ingénierie de l'école HEARC à Neuchâtel. Donc, c'est une école qui fait des formations d'ingénierie, entre autres, et d'autres domaines. Et après Covid, en fait, les inscriptions avaient baissé. Donc, ils voulaient retrouver un taux d'inscription d'élèves suffisant, satisfaisant. Pour ça, on a investigué les comptes Instagram et Facebook des autres écoles d'ingénierie en Suisse, ainsi que ceux de cette école, pour comprendre pourquoi les jeunes qui sont inscrits dans ces écoles suivent ces cursus. Qu'est-ce qui les intéresse au-delà de ce qu'on peut imaginer par intuition, et de pouvoir le prouver et de pouvoir justifier ensuite des actions de l'école qui vont dépasser la communication institutionnelle qui marche plus si bien. Donc, en fait, on a pu comprendre qu'il y avait des groupes de gens comme les Future Makers, qui veulent vraiment, donc c'est un nom de tribu, Future Makers, qui veulent s'investir pour construire un monde plus durable, dans lequel l'ingénierie n'est pas pour eux une chose néfaste. On peut optimiser ce qu'on sait déjà faire de façon fabuleuse. Donc, en fait, il y a différentes représentations derrière des groupes qui partagent un peu des identités sociales similaires, des mêmes besoins. Il y a l'envie d'avoir une carrière internationale, d'autres vivent plus l'école comme un club social, d'autres, ça va être un tremplin professionnel, simplement. Et là, je vous en ai cité que 3 sur 6 ou 7 que nous aurions, que je peux aller chercher. Oui. Mais ça permet ensuite de développer des produits, des services et de la communication et de l'offre d'expérience. Parce que bien sûr, au-delà de comprendre pourquoi ils font cette école, on comprend ce qu'ils aiment faire d'autre, ce qu'ils nous montrent d'autres, en fait. Parce que notre segmentation, et c'est important de le relever, se base uniquement sur les données publiques. C'est-à-dire ce que les gens choisissent de montrer aux autres. Et pour l'anthropologue, c'est très important parce que finalement, c'est ce qui est compte pour lui. C'est ce qui est important d'être aux yeux des autres. Donc là, on est dans l'identité sociale, on va se valider, chercher du confort psychologique aussi. Et puis peut-être un autre exemple. J'ai un exemple, le cas d'un horloger qui vend pas assez de montres et qui se pose la question pourquoi. On a pu lui dire, voilà, sur ton Instagram, tu as que 15% de gens, donc la tribu qui était stratégique pour lui, ne représentait que 15% de son écosystème de followers. Donc, de comprendre cette tribu nous permet d'aller la chercher ailleurs et d'ouvrir sur un vrai marché. Parce que dans l'horlogerie ou dans le luxe, beaucoup de gens regardent, lisent, mais n'achètent pas. Donc, c'est pas forcément là où on a l'intuition première qu'ils se trouvent, qu'ils sont vraiment, en fait. Parce qu'ils ont d'autres passions, d'autres valeurs, ces gens. Oui, et Benjamin, pour finir cette interview en beauté, nous allons parler d'un événement qui nous tient à cœur, qui s'appelle Luxommunity, qui aura lieu le 6 mars 2025, toute la journée, à Paris, en plein centre, à l'Étoile exactement. Cet événement Luxommunity, comme son nom l'indique, s'adresse aux professionnels du luxe et de la mode. Et maintenant, peux-tu nous décrire cet événement un peu plus en détail, Benjamin ? Les entreprises du luxe, elles doivent vraiment maintenant mieux pouvoir décrypter leurs tribus, leurs audiences, avoir une vision plus solide des marchés auxquels elles s'adressent. Donc, elles vont pouvoir obtenir des outils, elles vont pouvoir obtenir du savoir-faire avec ces outils pour repartir avec de quoi vendre leurs produits simplement et relancer des marketing qui sont parfois gelés. Voilà, donc c'est très simple. Vous venez le 6 mars et vous aurez une meilleure lecture des tribus qui gravitent autour de vos produits, des tribus, comme on l'a vu, qui sont de plus en plus complexes et qu'on peut décrypter de mieux en mieux grâce aux données. Ici, on est dans le concret et vous repartirez aussi avec des résultats concrets qui vous permettront de faire vos plans marketing sur le terrain par la suite. Merci Benjamin et rendez-vous pour Luxommunity le 6 mars 2025 à Paris.